Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à la première édition d'information de la soirée sur l'Oula. Voici les titres. Sur haute instruction royale, le gouvernement déploie un vaste programme d'aide aux familles et populations sinistrées suite aux intempéries exceptionnelles qui ont balayé le royaume au cours des 2 derniers mois. Un budget prévisionnel de 3 milliards dirhams a été mobilisé pour soutenir la région du Rerb et du Loukos, touchée par les inondations. Dans la ville d'Orsalkvil, particulièrement impactée par les crues de l'Oued Loukos, l'heure est au grand nettoyage dans plusieurs quartiers. Et à Mdir Fnedak, après la tempête, c'est le calme qui prend le dessus. La vie va bon train, les élèves ont repris le chemin de l'école. Et puis nous vous avons préparé dans cette édition un dossier spécial coaching professionnel, une tendance en plein essor aujourd'hui, un processus d'accompagnement de plus en plus sollicité par les entreprises en quête d'une montée en compétences dans un monde qui ne jure que par la performance. Un expert en la matière nous livrera les clés de la compétitivité dans le milieu professionnel. À la suite des intempéries d'intensité exceptionnelle qu'a connu le royaume au cours des 2 derniers mois, et plus particulièrement dans la plaine du Rerb et le Loukos, Sa Majesté le roi Mohammed VI, fidèle à sa constante sollicitude envers ses sujets soucieux de la préservation de leur sécurité et de l'amélioration de leurs conditions de vie, a donné ses hautes instructions au gouvernement afin de déployer un vaste programme d'aide et de soutien aux populations sinistrées. Ce programme est d'un budget prévisionnel de 3 milliards de dirhams. Plus de détails du communiqué du département du chef du gouvernement avec Nissil Hamdaoui. Sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, le gouvernement déroule un vaste programme d'aide aux populations sinistrées d'un budget prévisionnel de 3 milliards de dirhams. À ce titre, le chef du gouvernement a pris un arrêté déclarant les intempéries exceptionnelles qu'a connues le royaume comme événements catastrophiques et les communes des 4 provinces les plus impactées, à savoir l'Araïch, Kenitra, Sidi Qasim et Sidi Slimane, comme zones sinistrées. Ce programme d'aide a été élaboré sur la base d'un diagnostic rigoureux et approfondi de la situation sur le terrain, ainsi que d'une évaluation précise des répercussions économiques et sociales de ces intempéries. Le programme s'articule autour des axes suivants: des aides pour le relogement, la perte de revenus, la réhabilitation des logements et des petits commerces impactés, ainsi que pour la reconstruction des logements effondrés pour un montant global de 775 millions de dirhams. Des aides en nature et pour le renforcement des interventions d'urgence sur le terrain, afin de répondre aux besoins essentiels et immédiats des populations, à hauteur de 225 millions de dirhams. Des aides destinées aux agriculteurs et aux éleveurs pour un montant de 300 millions de dirhams. Des investissements pour la réhabilitation des infrastructures routières et hydro-agricoles et pour la réhabilitation des réseaux de base, s'élevant à 1,7 milliard de dirhams. Sa Majesté le Roi a en outre donné ses hautes instructions au gouvernement afin que ce programme soit exécuté avec exemplarité, célérité et sens de responsabilité, permettant aux citoyens des zones sinistrées de retrouver dans les meilleurs délais des conditions de vie normales. Les intempéries exceptionnelles qu'a connues le royaume ont provoqué l'inondation de plus de 110 000 hectares et entraîné le déplacement de près de 188 000 personnes dans les provinces de l'Araïch, Kenitra, Sidi Qasim et Sidi Slimane. Direction à présent Addis Abeba qui accueille la 48e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Le Maroc qui est représenté par une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. En marge de cette réunion, le Royaume a été élu, rappelons-le hier, dès le premier tour au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour un mandat de 2 ans. Ce vote en faveur du Maroc est une forte reconnaissance du rôle de Sa Majesté le roi Mohammed VI dans le maintien de la paix et la stabilité en Afrique. Les développements en compagnie de nos envoyés spéciaux sur place, Abnjid El-Hallaoui, Fouad El-Harach, le commentaire est signé Iman Ablou. Un succès diplomatique éclatant
L'action marocaine en faveur de la stabilité continentale est consacrée par cette nouvelle élection au Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine. هذه المرة الثالثة في 9 سنوات الأخيرة منذ عودة المملكة المغربية للاتحاد الإفريقي في 2017. Il s'agit de la troisième fois en 9 ans, depuis le retour du Maroc à l'Union africaine en 2017, que le Royaume est élu au Conseil de paix et de sécurité, l'un des organes importants de l'Union chargé de gérer les questions liées aux crises, aux enjeux sécuritaires et à la stabilité du continent africain. L'élection du Maroc dès le premier tour constitue une forte reconnaissance du rôle de Sa Majesté le roi Mohamed VI dans le maintien de la paix et de la stabilité en Afrique. اعتراف بالدور وبالمكانة اللي عند جلالة الملك محمد السادس كصانع للأمن والاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية. هذا الصويت كان فيه. Cette élection du Maroc au Conseil de paix et de sécurité est une reconnaissance des actions entreprises par Sa Majesté le Roi en faveur d'une Afrique stable, dont l'approche en matière de résolution des conflits repose sur une démarche rationnelle, ainsi que sur le respect du droit international et sur la recherche de solutions pacifiques. Ce vote en faveur du Maroc se veut de même une reconnaissance des initiatives et de l'approche adoptée par le Maroc, grâce au leadership du souverain en matière de paix et de sécurité. Un leadership fondé sur une vision globale indissociable du développement, sur la médiation, sur les opérations de maintien de la paix et le rapprochement des points de vue. المقاربة اللي كيوضع جلالة الملك القضايا الأمنية اللي هي مقاربة شاملة اللي التنمية ما غايباش فيها. Également à l'agenda de la participation du Royaume à la 48e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, cette convention conclue entre le Maroc et les îles Comores en matière d'exonération de visas pour les porteurs de passeports diplomatiques et de services et des entretiens de Nasser Bourita avec son homologue éthiopien au sujet des moyens susceptibles de renforcer la coopération entre Rabat et Addis Abeba. Après une courte accalmie, la météo s'annonce à nouveau agitée pour les jours qui viennent. De fortes pluies avec orages et risques de grêle sont attendus dans plusieurs provinces du Royaume à partir de demain 6h et ce jusqu'à samedi 6h. 40 à 65 mm de pluie sont prévus à Fars Anjara, Ouazen, Tanger, Assela, Tétouan. Madir Fnedak, Taounet, Tazash, Fiaoun sont concernés également les provinces d'El Hoceima et El Araïch. C'est ce qu'annonce la Direction générale de la météorologie dans un bulletin d'alerte de niveau de vigilance orange. Et puis 30 à 40 mm sont attendus dans les provinces de Ben Slimane, Kharibga, Azilal, Khnifra, Fes, Frou, Moulay Yacoub, Beni Mellel, Driouch, Khmisset, Rabat, Sali, Skheret, Mara, Meknes, Gersiv. Sont concernés également les provinces de Hajib, Ifran, Sidi Qassam, Sidi Slimane et Kénitra. Et puis des chutes de neige 20 à 40 cm à partir de 1400 mètres sont attendues demain de 15h et ce jusqu'à samedi 21h dans les provinces de Midelt, Boulmans, Fro, Gersif, Taza, Azilal, Beni Mellel, Ouarzazat, Tinghir, El Haouz, Ifran et Khnifra. Des chutes de neige également de 10 à 20 cm concerneront également, durant la même période, les provinces de Hoceima, Jrada et Taouri. Et puis, de fortes rafales de vent, 85 à 95 km/h, sont prévues demain de 6h et se poursuivront jusqu'à samedi, notamment dans les provinces de Chefchaouen, El Hoceima, Tétouan, Berkane, Midelt, Driouch, Figik, Boulmen, Gersif, Taza, Ouarzazat, Tinghir, Jrada, Nadour, Oujda, Engad et Taourit. Sont concernés également les provinces de Salé, Sidi Slimane, Sidi Qassam, Sidi Ifni, Rabat, Mdiq, Fnedak, Fès, Ouazzar, Rachidia, Sfro, Moulay Yacoub, Guelmim, Kénitra et Khmisset. Après une phase critique marquée par la montée inquiétante des eaux, la ville de Qsal Kbir entre aujourd'hui dans une étape de stabilisation progressive. La situation au barrage Oued Makhazine demeure stable avec une baisse du niveau de la retenue grâce au fonctionnement du déversoir automatique. C'est ce qu'annonce l'agence du bassin hydraulique du Loukos. Dans certains quartiers de la ville, l'heure est au grand nettoyage et à l'évacuation des débris charriés par les inondations. Toutefois, l'accès à la ville demeure officiellement interdit au public. Selon les autorités compétentes, ces restrictions ne seront levées qu'après l'émission d'un nouvel avis confirmant l'absence totale de danger pour la
population. Et puis, à me dire que l'heure du retour sur les bancs de l'école a sonné. La reprise des cours signe l'arrivée de petits nouveaux. Ils viennent d'ailleurs de Qsar El-Kbir ou d'autres zones évacuées à cause de la montée des eaux. Des élèves accueillis dans des établissements proches de leur lieu de résidence temporaire. Reportage Fenna Shakil Alaoui, Abdel Ali Gnouni, Mehdi Karakchou sur un commentaire de Sophia Fegroud. Shada franchit timidement la porte d'une classe qu'elle ne connaît pas encore. Un cœur spontané de bienvenue réchauffe aussitôt l'atmosphère. Elle va rejoindre le banc, sous les regards curieux mais bienveillants de ses nouveaux camarades. La famille de Shada a été évacuée après les inondations de Qsar El-Kbir, tout comme la quasi-totalité des habitants de la ville. Elle poursuivra sa scolarité provisoirement ici, à l'école Qasm Amin de Mdirk. On sait donner des instructions aux acteurs. Quelques classes plus loin, sa sœur aînée Rofran découvre sa nouvelle institutrice de français. La progression dans le programme scolaire est presque la même que dans son école à Qsar El-Kbir. Très vite, elle retrouve les repères et le fil des cours. Je suis contente de découvrir ma nouvelle école et mes nouvelles institutrices. Et je vais me faire de nouveaux amis. L'école a rouvert ses portes après les intempéries qu'a connues la région. Nous avons accueilli quelques élèves venus de Qsar El-Kbir, dont Rofran. Nous faisons tout pour qu'elle s'intègre rapidement dans sa nouvelle classe. Ses camarades l'ont bien accueillie et elle s'est vite sentie à l'aise. 35 000 élèves poursuivent leur scolarité dans les différents établissements de Qsar El-Kbir. Loin de leur ville, c'est autant d'enfants qui découvrent de nouvelles salles de classe ou qui suivent des cours à distance. Les établissements d'enseignement situés à proximité des lieux de résidence ou d'hébergement des familles affectées par les inondations s'emploient à accueillir les élèves déplacés et à les intégrer temporairement dans les classes correspondant à leur niveau scolaire. Ces élèves sont scolarisés dans les établissements proches de leur lieu de résidence temporaire à Mdirk. Nous veillons aussi à ce qu'ils bénéficient d'un soutien psychologique. Ces enfants ont également reçu cartables et fournitures scolaires pour faciliter leur intégration dans leur nouvelle classe. En parallèle des cours, des activités parascolaires sont organisées pour leur permettre de retrouver un rythme, mais aussi un sourire. Dans cette cour de récréation, Shada et Rofran vont se faire de nouvelles amitiés et fabriquer de nouveaux souvenirs à emporter avec elles à Qsar El-Kbir quand la météo le permettra enfin. Sachez par ailleurs que l'université Abdelmalek Saadi de Tétouan a amorcé sa réouverture, a annoncé plutôt sa réouverture aux étudiants pour lundi prochain, 16 février. Et puis à Chefchaouen, la vie reprend doucement son cours normal après les dernières intempéries qui ont frappé la région. D'ailleurs, le souk hebdomadaire Bebtaza a repris ses quartiers au cœur de la ville. Et visiblement, il est assez bien achalandé. Les clients sont au rendez-vous. Ils profitent de l'accalmie météorologique pour s'approvisionner en denrées alimentaires nécessaires pour le mois sacré de Ramadan. Le chiffre ce soir, 12,17 milliards de mètres cubes, c'est l'apport hydrique cumulé au niveau des barrages du 1er septembre 2025 au mercredi 11 février 2026, soit un excédent de 134% par rapport à la moyenne des apports. C'est ce qu'indique le ministère de l'Équipement et de l'Eau. Depuis le 11 janvier dernier, les apports ont atteint près de 8,82 milliards de mètres cubes, un volume supérieur à celui enregistré sur plusieurs années hydrologique complète. Le taux de remplissage des barrages du Royaume a connu une nette amélioration, passant de 31,1% le 12 décembre 2025 à 69,35% le 11 février 2026, avec un volume d'eau stocké de 11,62 milliards de mètres cubes, un niveau jamais atteint depuis 2018.
C'est un processus de plus en plus sollicité par les entreprises en quête de performance et d'excellence. Le coaching professionnel, bien plus qu'une tendance, la démarche vise à développer le potentiel et les compétences des équipes en milieu professionnel pour atteindre des objectifs individuels et collectifs de carrière. Elle implique dirigeants, managers et salariés et les résultats sont au rendez-vous. C'est un reportage d'Iman Ablou et Omar Aït-Aïssa. Autour de la table, des dirigeants et des cadres d'entreprise. Ce n'est pas leur première participation à un séminaire de coaching professionnel, un processus d'accompagnement qui leur permet de répondre aux enjeux de bien-être, de transformation et de performance. Le coaching, c'est un outil d'accompagnement pour les organisations. On travaille avec les collectifs, les individus, que ce soit les directions ou les managers, et on les accompagne à développer leur épanouissement personnel, leur performance, à trouver des solutions dans des situations qui peuvent être critiques, conflictuelles parfois. Et on peut répondre à des problématiques comme la perte de sens, le besoin de se réorganiser, le besoin de se réapprendre à se connaître. Et parfois on fait du team building. Souvent le coaching, il a pour objectif de ramener la personne vers elle-même, de s'aligner. Le coaching professionnel, c'est la base de tout, parce qu'aujourd'hui nous gérons l'humain. Donc du moment que nous gérons l'humain, nous devons avoir les outils nécessaires pour pouvoir, comprendre, les guider, et troisièmement, réussir nos résultats et amener aussi nos équipes à réussir le résultat. Si je prends dans le BTP, que ce soit dans le domaine de n'importe quel domaine, c'est celui qui l'amène dans le conduit qui comprend exactement le business. Donc c'est cette personne-là qui doit me remonter effectivement le problème. S'aligner pour un meilleur rendement en milieu professionnel. L'une des méthodes sollicitées dans ce process, le design thinking. Une méthode créative de résolution de problèmes centrée sur l'humain. Le design thinking, c'est une approche effectivement qui est très intéressante, non seulement dans le domaine que je pratique, qui est le marketing, et donc dans le suivi du parcours client, être au service du client, mais ce qui est aussi intéressant dans la qualité des participants à cette formation, c'est qu'on est issus de plein de domaines différents, donc la qualité des échanges y était, et cette approche de design thinking, on a pu justement la concevoir dans plusieurs domaines. Des perspectives de développement individuel et collectif. Ce programme de coaching répond à des enjeux de taille. Il est aussi le fruit d'un partenariat avec un temple de formation d'excellence, l'Université internationale de Rabat. Chaque année, nous accompagnons à peu près 3000 participants dans différents domaines divers et variés, avec des modes de déploiement qui sont différents, des modes de déploiement présentiels, en hybride et à distance. Donc nous sommes ravis d'accompagner aujourd'hui un programme de coaching, d'accompagnement de personnes sur une longue durée. Des ambitions à l'image d'un pays qui bouge. Le coaching est une pratique plus que jamais vitale pour accompagner les entreprises dans leur développement et performance. Une démarche constructive où le personnel et le professionnel n'en font qu'un, en quête d'excellence. Et pour connaître encore plus l'importance du coaching professionnel dans un monde qui ne jure que par la performance, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau Mohamed Khoueter, executive coach et préparateur mental pour athlètes de haut niveau. Monsieur Khoueter, bonsoir. Bonsoir. Alors, il faut dire que nous vivons dans un monde qui va très vite et qui nous met souvent sous pression. Alors, la majorité des entreprises imposent, il faut le dire, des exigences élevées. Elles demandent donc encore plus de performance. Alors, sincèrement, face à cette réalité, le coaching professionnel, est-ce un luxe ou une nécessité vitale? Je vous remercie de me reposer la question. Alors, je vais vous rappeler que le stress existe, l'anxiété existe, la démotivation existe, le burn-out existe, et tout ça, c'est lié à l'humain. L'humain qui est aujourd'hui au cœur des entreprises marocaines, qui permet la performance des entreprises marocaines. Et non, le coaching n'est pas un luxe, le coaching, c'est un outil de développement, c'est un outil qui permet à l'organisation de pouvoir aller vers la performance, voire la haute performance. Le coaching, c'est un moyen de voir les choses de manière plus claire et de mieux comprendre quel est son rôle, quelles sont ses actions et comment je peux mettre en œuvre moi-même mes propres solutions pour accompagner mon projet, mon entreprise.
Alors, si vous avez des clés à nous filer pour nous amener des équipes au sein d'un organisme ou d'une entreprise à monter en compétitivité, quel serait, selon vous, le mot d'ordre à suivre dans cette quête de performance, souvent perçue comme une sorte, il faut le dire, de pression? J'ai envie de dire que la clé la plus importante, c'est la clarté. On se rend compte aujourd'hui dans les organisations que lorsqu'un collaborateur est en difficulté, il est en difficulté parce qu'il ne sait plus quel est son rôle, il ne comprend plus quelle est ses missions, il se perd dans son travail. Et la clarté qui est amenée par le manager, qui est amenée par la direction, elle permet à ce collaborateur qui est engagé, qui est motivé, de pouvoir justement être plus engagé, d'être plus productif. Pardon, c'est le terme que je cherchais. Et cette productivité, elle permet à l'organisation de gagner justement. Donc c'est vraiment le mot, c'est vraiment la clarté. J'insiste sur ce mot-là. Alors, vous avez réalisé, il faut le dire, de nombreuses sessions de coaching, que ce soit d'ailleurs au Maroc ou à l'étranger, dans des milieux, bien sûr, professionnels. Quelle est, de nos jours, la compétence qui gagnerait à être développée davantage chez les équipes au sein d'une entreprise ou même d'une institution? Les équipes sont constituées d'humains, et les humains, ils ont besoin d'interaction. La meilleure qualité à développer, c'est la qualité conversationnelle. La qualité conversationnelle, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à chacun de communiquer l'un avec les autres et l'intelligence émotionnelle. Vous mêlez tout ça et ça vous permet d'avoir des équipes qui communiquent de manière claire, j'insiste sur ce mot-là, c'est important. Et cette clarté, elle permet justement à l'équipe d'aller vers de la performance. Apprendre à se dire vrai, à parler vrai, à se dire vraiment les choses dans un environnement de bienveillance. C'est ce qui permet aujourd'hui aux organisations, c'est ce qui permet aux équipes que j'accompagne aujourd'hui de réussir à passer de certaines étapes qui les permettent d'aller vers la performance. Et si nous avons à parler du Maroc, quel est l'avenir du coaching au Maroc? Alors le Maroc, c'est un pays qui est en fort développement, c'est un pays qui est incroyable, il est plein de talents. Et je rencontre énormément de dirigeants aujourd'hui dans les séminaires que j'accompagne qui cherchent justement à trouver de nouvelles méthodes, de nouveaux moyens pour pouvoir accompagner au mieux leurs salariés et leur permettre de réussir leur carrière. Et quand je parle de réussir leur carrière, on ne parle pas que d'argent, on parle aussi d'épanouissement personnel et de bien-être, quelque chose qui est très important aujourd'hui dans la démarche des dirigeants. Et le Maroc a une très très belle réussite à venir. Simplement, je pense que l'humain doit être vraiment, comme on l'a vu ces derniers temps, vraiment mis au centre de la réflexion des organisations. Et si je mets l'humain au centre de la réflexion des organisations, forcément, fondamentalement, avec de la clarté et de la qualité conversationnelle, je réussis à faire avancer mes équipes et donc je gagne. Mohamed Khouital, merci d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes executive coach et préparateur mental pour athlètes de haut niveau. Merci. Merci à vous. Nous refermons l'édition avec une petite mignonnerie. Un girafon, plutôt, vient de voir le jour au parc zoologique de Mohammedia, une première au Maroc. C'est une femelle, elle est née après 15 mois de gestation et 6 heures d'accouchement dans des conditions naturelles. La girafonne est en bonne santé. Ses parents, Sophie, la mère, et Paco, le père, sont originaires d'Italie. Pour le nom à donner à cette girafonne si spéciale, les propriétaires du parc ont lancé un sondage sur les réseaux sociaux, histoire d'associer le grand public à cet événement inédit. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient sur Oula 20h30. Une excellente soirée et à demain 18h30.